Les premiers réfugiés ukrainiens ont commencé à affluer dans les pays voisins. Selon les autorités polonaises, depuis le début de la guerre, environ 15 000 personnes ont déjà traversé la frontière. Après avoir fui l'invasion russe, de nombreux réfugiés ont passé la nuit dans cette gare polonaise à quelques kilomètres de l'Ukraine. Je me suis réveillé la nuit suite aux messages et aux appels de mes amis. Ils m'ont informé du début de l'intervention militaire en Ukraine. Nous avions préparé des plans d'urgence pour nous rencontrer à la gare, mais nous n'avions rien prévu pour la suite des événements. Nous n'étions pas organisés sérieusement. À cet arrêt de bus de la ville de Medyka, au sud de la Pologne, beaucoup réfléchissent à ce qu'ils vont faire maintenant. Nous laissons nos 2 chiens chez un ami en Ukraine parce que nous n'avons pas eu le temps de leur faire un passeport ou d'avoir une permission de sortie. Nous réfléchissons à ce que nous allons faire maintenant et je pense que nous irons probablement jusqu'à la ville de Wrocław. Là-bas, nous serons plus sereins et nous déciderons de ce que nous pourrons faire ensuite. Des milliers de réfugiés ukrainiens ont également franchi les postes frontières de la Roumanie. Certains sont venus à pied, d'autres en voiture ou en ferry. Beaucoup d'entre eux viennent ici parce qu'ils ont des parents ou des connaissances vivant en Roumanie. L'invasion de l'Ukraine ne fait pas l'unanimité en Russie. Des manifestations ont été organisées dans de nombreuses villes du pays, malgré la répression de la police. À Moscou, par exemple, où un important dispositif policier avait été déployé, près de 1000 personnes ont été arrêtées, place Pouchkine notamment. Manifestation anti-guerre d'envergure également à Saint-Pétersbourg, la 2e plus grande ville du pays, où l'on dénombre pas moins de 433 arrestations. Parmi les nombreux manifestants, certains ont des liens familiaux avec l'Ukraine. Je ne veux pas que la Russie attaque l'Ukraine. Je ne peux pas accepter cela. J'ai des grands-parents qui y vivent. Ce qui s'est passé aujourd'hui est une honte. Beaucoup d'entre nous avons des parents ou des amis qui viennent d'Ukraine et c'est une trahison envers eux. À Yekaterinbourg, des dizaines de manifestants se sont rassemblés sur la place centrale. 40 d'entre eux ont été arrêtés. Selon l'ONG spécialisée OVD Info, la police russe aurait procédé à l'arrestation d'au moins 1767 personnes dans 51 villes russes. Le dernier paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie, décidé par les chefs d'État et de gouvernement, divise malgré tout les 27. Une majorité d'États membres pense que ces mesures paralyseront lentement l'économie russe, mais certaines capitales estiment qu'elles ne sont pas suffisamment sévères pour dissuader Moscou de poursuivre la guerre. À la demande de l'Allemagne et de l'Italie, qui souhaitent préserver leurs accords commerciaux, l'Union européenne n'a pas employé l'arme fatale, exclure Moscou du système d'échanges bancaires internationaux SWIFT. Si la Russie ne peut plus participer activement au système financier international, alors cela a un impact majeur. Il devient très difficile de gérer des institutions financières en Russie et cela coupe efficacement les financements extérieurs. C'est un choix qui aurait aidé. Les importations de gaz et de pétrole ne sont pas non plus sur la table. Autrement dit, les principales ressources économiques de la Russie sont épargnées. Les banques russes peuvent donc toujours financer les ventes d'hydrocarbures et permettre ainsi à Vladimir Poutine de poursuivre la guerre en Ukraine. Au fil du temps, ces sanctions auront un impact. Elles n'empêcheront pas la Russie de poursuivre son intervention en Ukraine, mais cela représente un changement fondamental dans l'approche et l'attitude européenne à partir de maintenant à l'égard de la Russie. Les mesures financières doivent toucher 70% du secteur bancaire russe. Les limitations d'exportation concernent les semi-conducteurs et des pièces d'Airbus. Autrement dit, les transporteurs aériens russes seront privés de moyens au fur et à mesure que leurs appareils se détériorent. Prises ensemble, ces sanctions doivent entraîner une lente érosion du niveau de vie, ce qui pourrait à terme alimenter le mécontentement de la population à l'égard de son président, Vladimir Poutine. Pour décrypter la réponse de la Commission européenne à l'invasion en cours de l'Ukraine par la Russie, nous avons interrogé le vice-président de l'institution, Frans Timmermans.
L'Europe, au cours des 30 dernières années, n'est jamais parvenue à une stratégie cohérente et globale à propos de la Russie, et les Russes ont joué avec cela en faisant des amis ici et en chérissant des ennemis là-bas. Simplement parce qu'ils ne peuvent pas nous dominer. Ils sont trop faibles pour cela. Ils essayent de nous perturber. C'est ce qu'ils font depuis des années. Et tant que nous accepterons ces interférences, tant que les dirigeants européens se rendront à Moscou en plein milieu d'une crise pour signer un accord gazier pour leur pays, tant que cela se produira, les Russes continueront de rire et ils essaieront de monter les Européens les uns contre les autres. Et vous pensez que l'Europe, les États membres en ont pris conscience? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ces dernières années? Je pense que trop souvent, nous avons pensé que nos valeurs, parce qu'elles sont tellement évidentes, qu'elles seraient autoréalisatrices. Et ce n'est pas le cas, elles sont attaquées. C'est un projet à long terme de Vladimir Poutine. Il agit depuis des décennies. Il finance l'extrême droite en Europe. Il essaye d'influencer la presse. Il fait tout pour affaiblir notre démocratie et notre mode de vie. Et j'espère que maintenant, que tout le monde voit à quoi cela mène, que plus personne ne sera naïf, que nous cesserons d'expliquer son comportement et que nous réaliserons que nous sommes attaqués d'un point de vue idéologique, ce qui est comparable à la guerre froide, et que nous devons nous défendre avec plus de force. Le président ukrainien dit que son pays est abandonné. Quel est votre message? Si j'étais à sa place, je ressentirais exactement la même chose. Et j'admire son courage. J'ai suivi avec beaucoup d'attention son discours en russe à la population russe. C'est l'un des discours les plus impressionnants que j'ai jamais vus. Frans Timmermans, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est l'une des conséquences de l'invasion russe en Ukraine. L'UEFA a décidé de délocaliser la finale de la Ligue des champions de football. La rencontre, initialement prévue à Saint-Pétersbourg le 28 mai, aura bien lieu à cette date-là, mais au Stade de France, près de Paris. De nombreuses rencontres sportives impliquant des clubs russes, comme par exemple celle de l'Euroleague de basketball, ont déjà été annulées depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. La presse anglaise annonçait dès ce jeudi que la finale de la Ligue des Champions n'aurait pas lieu à Saint-Pétersbourg, parlant d'une possible délocalisation à Wembley. Finalement, ce sera à Saint-Denis. La Russie a mis son veto afin de bloquer une résolution condamnant son agression de l'Ukraine. Sur les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, 11 pays ont voté en faveur du texte. La Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis se sont abstenus. Le texte a été présenté par l'Albanie et les États-Unis. N'oublions jamais que c'est une guerre de choix, le choix de la Russie. La Russie a choisi d'envahir son voisin. À la suite de la réunion infructueuse, le secrétaire général des Nations Unies a une nouvelle fois fermement dénoncé l'attaque russe. Les Nations Unies sont nées de la guerre pour mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, cet objectif n'a pas été atteint. Mais nous ne devons jamais abandonner. Nous devons donner une nouvelle chance à la paix. Les soldats doivent retourner dans leurs casernes. Les dirigeants doivent prendre le chemin du dialogue et de la paix. La plupart des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont brandi le drapeau ukrainien devant une tapisserie de Guernica de Picasso. L'œuvre du célèbre peintre espagnol est considérée comme l'un des plus importants tableaux anti-guerre de l'histoire.